Bienvenue dans Venez, on va s'expliquer. C'est parti pour 45 minutes de débat sans filtre, sans filet et sans langue de bois. Et on va se projeter sur la rentrée fiscale et même au-delà. Pour nous accompagner, un duo, vous le voyez, à commencer par Philippe Béchade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien et vous serez confronté à distance avec Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Vous êtes éditorialiste, économiste et vous avez fondé le site insolentiae.com. Alors, première question, elle va s'adresser à vous Philippe. La rentrée de septembre préfigure-t-elle un coup de massue fiscal pour 2024 ? Alors la rentrée de septembre, c'est déjà l'ajout de 10% sur la note d'électricité, ce qui concerne absolument tout le monde. Dès le 1er août. Voilà. Et c'est la première facture de septembre qui nous donnera le montant, ou qui permettra à chacun de mesurer le montant du surcoût et de se projeter jusqu'à la fin de l'année 2023, avant que de nouvelles hausses de tarifs interviennent en janvier, juin 2024 et peut-être décembre. Tout ça donc pour nous amener le coût du kilowatt de 240 vers 300. Alors que il est produit par EDF à 46 €, il est vendu en gros à 60, donc le mégawatt est juste aujourd'hui vendu 4 fois le prix qu'il devrait être facturé, on va dire peut-être aux ménages ayant de faibles revenus, aux entreprises qui sont capables de négocier des tarifs de très très gros. Là on parle en terawatts et non plus en gigawatts. Bon, bah ceux-là peuvent arriver encore à négocier, mais pas le particulier, donc tout le monde va se la prendre, l'augmentation de 10% et les suivantes. Alors les prochains tours de vis fiscaux, le président tient à éviter l'affichage de hausse d'impôts. Donc puisqu'on ne peut pas monter les impôts, on tiendra parole. Le chef de l'État a annoncé 2 milliards d'euros en moins pour les contribuables d'ici la fin de son quinquennat, hein, il y a 3 jours. Oui, il peut baisser les impôts. Je lui fais tout à fait confiance, de même que je lui fais confiance pour reprendre de l'autre main ce qui nous aura fait économiser d'impôts en augmentant les taxes. Alors c'est pas lui qui les augmentera, bien sûr, il expliquera c'est les municipalités, c'est les départements qui ont dû accroître leurs ressources. Bah oui, depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation, forcément, il y a un grand déficit de ressources. Donc, ça ne sera pas l'État, ça sera les échelons inférieurs. Puis on n'augmentera pas les impôts, mais on rabotera les aides sous toutes leurs formes. Alors on parle de pistes par exemple de ne plus financer à 100% les comptes professionnels de formation, on parle de dérembourser certains médicaments. Et puis on va y revenir. Voilà, enfin, pour l'instant, on se recentre d'abord si vous voulez, les baisses d'impôts, on va l'électricité au 1er août. Voilà, on va nous baisser les impôts de 2 milliards et on va nous augmenter les impôts locaux de 10-15 milliards et nous raboter des aides là aussi de, je ne sais pas, 4-5 milliards. Puisque le but c'est en fait d'économiser 14 milliards dès 2024. On va passer la parole à Charles Sana. Une question donc sur la hausse des tarifs de l'électricité dès le 1er août. L'État avait pris en charge jusque-là 40 milliards pour absorber le choc énergétique. Qu'en pensez-vous, votre réaction ? Ma réaction, c'est que l'État a dépensé 40 milliards d'euros, non pas pour absorber le choc énergétique, mais pour continuer à financer les profits complètement ahurissants et immoraux, c'est le moins que l'on puisse dire, d'un certain nombre de fournisseurs d'énergie qui ne sont pas des fabricants d'énergie. Je rappelle qu'en France, il y a EDF qui produisent réellement du courant, un petit peu Total Énergie sur des énergies renouvelables, etc. Mais globalement, vous avez aujourd'hui des entreprises dont le métier consiste simplement à émettre une facture.
j'achète de l'énergie que je ne produis pas à EDF, je fais acheminer cette énergie que je ne produis pas par Enedis, donc anciennement EDF également, pour la notion d'acheminement. Et puis, je fais simplement une facture à mon client et je n'ai rien fait. Et j'ai juste acheté le mégawatt à 50 euros le mégawattheure, je l'ai revendu à 300 et j'empoche la différence sans avoir rien fait. Si, j'ai émis une facture, mais dématérialisée parce qu'il faut prendre soin de la planète et pas faire de papier. Bref, vous voyez bien l'escroquerie totale. Philippe l'a déjà dit, puis l'a sous-entendu dans ce qu'il disait. Effectivement, là, quand l'État aide soi-disant les particuliers, les ménages, les entreprises, en réalité, il continue à assurer les bénéfices de ces entreprises qui sont juste des sangsues économique. Charles Sana, voilà. La prise en charge par l'État de ces tarifs de l'électricité, ce bouclier énergétique a permis tout de même en partie d'absorber ce choc et permis aussi à la France d'avoir une inflation certes forte mais contenue par rapport à ses voisins européens, je pense à l'Allemagne. Non, elle ne sera pas contenue, elle sera étalée dans le temps. Vous voyez bien que qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un rattrapage aujourd'hui. Donc ce rattrapage de 10% d'augmentation, puis de 15, de 20, de 30 peut-être l'année prochaine, par des hausses itératives comme ça et progressives, ce n'est jamais rien que l'étalement de votre choc inflationniste dans le temps. Vous savez, c'est l'hypocrisie française. Pareil, Philippe vous a expliqué une des méthodes hypocrites que l'on peut utiliser en France pour augmenter les impôts. C'est pas moi l'État, c'est les régions, les départements, etc. Excusez-moi, j'ai un retour important dans le casque. Merci beaucoup. Donc, ce sont donc on va utiliser des artifices comme ça. On va vous dire il n'y a pas de choc inflationniste. Vous avez vu, on est quand même vachement meilleur que l'Allemagne. D'abord, on a dépensé des sommes folles, encore une fois, d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il faut changer le système de fixation des prix européens. Il faut sortir du système de fixation des prix européens comme a pu le faire l'Allemagne ou le Portugal d'ailleurs, à qui jamais personne n'a éteint la lumière et n'a coupé l'électricité. Et donc, l'État espagnol ou l'État portugais n'a pas à dépenser des dizaines de milliards d'euros chaque année pour, encore une fois, continuer à assurer les bénéfices immoraux d'un certain nombre d'entreprises qui ne font rien. Ce ne sont pas des surprofits, ce sont des profits inadmissibles. Ce sont des profits immoraux, ce sont des profits qui ne devraient pas exister, puisque ces entreprises ne font rien, encore une fois, ce sont des entreprises sangsues, il faut bien comprendre ça. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais ça a aidé quand même. Bien sûr que ça a aidé, puisque au lieu d'acheter 300, on a acheté 260. Évidemment que ça a aidé, mais un, à quel prix? Et deux, nous aurions pu faire autrement, en ne faisant pas ce déficit et ces dépenses supplémentaires de 40 milliards d'euros, en disant simplement le coût de production. Eh bien, le coût de production, c'est ce qu'a dit un petit peu Philippe en introduction, le coût de production est de 50. Le coût d'acheminement est de 5 euros. On considère qu'il faut quand même financer les projets d'avenir, la transition énergétique. Donc, on peut même mettre une taxe en disant, le coût de production et d'acheminement étant de 55 euros, et on rajoute encore, mettons, même, allez, soyons fous, 40 euros pour financer la transition écologique et puis pour décarboner notre production d'électricité qui, je le rappelle, en France, avec le nucléaire est décarbonée. Il n'y a qu'en France qu'on veut décarboner de l'énergie nucléaire déjà décarbonée. Mais bon, il va falloir réparer les centrales, en construire d'autres, etc. Donc même, disons qu'on rajoute 40 euros le mégawattheure et donc on sort à 95. Mais rien à voir avec les 300 euros d'aujourd'hui. Et là-dedans, tout le monde gagne sa vie, EDF gagne sa vie, Enedis fait le réseau, EDF peut créer une nouvelle centrale, on peut décarboner ce qu'il faut décarboner, on peut investir dans les énergies renouvelables et les gens ne sont pas ruinés, nos entreprises restent compétitives. Donc on pouvait faire ça. Politiquement, on a décidé de ne pas le faire parce que vous avez un totem européen qu'il ne faut pas toucher. Donc là, on a un vrai sujet qui est un sujet à la fois profondément évidemment économique, et puis on a un sujet qui est profondément politique et qui touche la politique européenne et donc l'action gouvernementale ou plus précisément la totale inaction gouvernementale et présidentielle en l'espèce. Philippe Béchat, je voudrais que
Oui, pardon, je vais laisser la parole à Philippe. Une question concernant des propos d'Emmanuel Macron avant-hier à la télé pour justifier cette nouvelle hausse du tarif de l'électricité. Il a dit « le contribuable paye ce que le consommateur ne paye pas ». Votre réaction ? Oui, mais ça reste complètement lunaire. Je ne sais pas si on nous explique que l'électricité c'est extrêmement compliqué, qu'il y a des règles européennes, qu'il y a des péréquations, qu'il y a de l'énergie dite décarbonée, d'autres qui est subventionnée et d'autres qui ne le sont pas, qui ne seront pas subventionnés, comme par exemple le nucléaire, ce qui est absolument extraordinaire. Mais quel scientifique arrive à démontrer que le nucléaire est carboné ? Enfin, c'est une folie. Donc c'est complètement politique, hein, on est d'accord. Et on lit d'ailleurs que les Allemands ont arrêté le nucléaire. Non, pas du tout. Ils ont arrêté. Ils y reviennent sur une de leurs centrales. Ouais, non, mais ils ont arrêté tous leurs nucléaires, tous leurs réacteurs. Je crois qu'ils en avaient 13. Ils ont arrêté les derniers. Et sur quelle énergie tourne-t-il ? Toute l'industrie automobile, de la roue, etc. Ben, quand ils ont une petite pénurie, ben, ils tournent sur le nucléaire français. Ils ont arrêté leur nucléaire pour faire plaisir aux écolos, mais dès qu'ils ont besoin de courant, ils l'importent de France. Et c'est bien de l'électricité nucléaire. Donc si vraiment l'énergie nucléaire a été complètement carbonée et qu'il ne faut surtout pas en consommer, les Allemands, je suis sûr qu'ils n'achèteraient pas notre électricité nucléaire. Enfin, il y a derrière tout ça, il y a des bras de fer politiques et cette politique derrière, elle est conditionnée par l'influence de lobbies. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est conditionnée aussi par le rétablissement des comptes publics. Hein. Vous connaissez les chiffres, l'endettement de la France. Ça, quand on a... Alors, on est loin des 3% préconisés par Bruxelles. Quand on on en est à exporte vers l'Allemagne, tout va bien. 4,7% du PIB. Quand on exporte du courant vers l'Allemagne, tout va bien. Puis quand l'hiver, on réimporte de l'électricité produite au charbon, ça va pas. Mais les comptes publics et EDF, aujourd'hui l'État a renationalisé. D'accord ? Donc EDF a dit, c'est le président d'EDF qui l'a dit cette semaine, il va falloir 5 milliards par an. Et je pense que c'est vraiment minimum pour entretenir les centrales, en créer de nouvelles, hein, puisqu'on a décidé de monter de nouveaux EPR. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix technologique, parce qu'on pouvait faire beaucoup plus vite et beaucoup moins cher avec des niveaux de sécurité importants. Enfin bon, bref, là encore, un choix politique, c'est l'EPR. Donc ça va coûter très cher. Donc là, quand l'électricité est à des prix démentiels et sans aucun rapport avec le coût de production, faut pas oublier que tout ça, la facture de téléphone, la facture d'électricité, elle est taxée. Alors du coup, plus le coût de l'électricité est élevé, plus l'État encaisse de taxes. Donc là, pour rétablir les comptes publics, ça c'est plutôt pas mal que l'électricité soit très chère, comme les carburants d'ailleurs. Hein. Plus le carburant est cher, plus le prix du pétrole augmente, plus l'État voit le montant de la TIPP, des TVA sur le carburant augmenter. Mais pour en revenir à l'électricité, ça ne change rien au problème. C'est qu'en France, on produit des pommes à 2 € le kilo, qu'on en produit peut-être sous serre, je ne sais pas, dans le nord de la Finlande, et là, la pomme est à 10 € le kilo, et on a décidé en Europe que finalement, le prix des pommes, ça sera le prix de la pomme produite en Finlande, sous serre, ou là où il n'y a pas de soleil, à 10 € le kilo, et vous n'aurez pas le droit d'ailleurs d'aller chercher des pommes chez votre maraîcher juste à côté de chez vous, qui lui peut la produire et vous la vendre à 1,50 €, non, tout le monde devra acheter la pomme à 10. Mais comme c'est trop cher, les pommes à 10 €, eh bien, on donnera 5 € à chaque Français pour acheter des pommes qu'il devrait payer en fait 2 €.
Voilà ce qu'on vit avec l'électricité. Hein, je remplace les kilowatts ou les mégawatts par des pommes, et je pense que là c'est un petit peu plus clair que pour tout le monde. Et ces pommes de Finlande à 10 € le kilo, eh bien en plus ça, vous devez absolument les commander par internet. Hein. Vous ne pouvez plus aller chez le maraîcher en chercher à 1,50 €. Alors, on va revenir au rétablissement des comptes publics. Le déficit, je le disais tout à l'heure, s'élève à 4,7% du PIB, soit 125 milliards d'euros, loin évidemment des 3% préconisés par l'Europe. Il y a quelques jours avant sa nomination à l'éducation, Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, annonçait une baisse inédite des dépenses de l'État pour 2024, à savoir au moins 4 milliards d'euros d'économies selon lui. Je voudrais vous faire réagir à cette annonce, Charles Sana. Oui, écoutez, les 4 milliards, on peut penser qu'effectivement, il va les trouver. 4 milliards versus 3 000 milliards d'euros d'endettement et versus d'abord un déficit budgétaire qui est absolument chronique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un problème tout de même, c'est la très forte augmentation des taux d'intérêt. Et cette très forte augmentation des taux d'intérêt, elle va générer très rapidement une augmentation significative du service de la dette, comme on dit pompeusement, en clair, des intérêts qu'on va devoir payer chaque année, puisque quand les taux montent, eh bien le prix, le coût de notre dette augmente. Alors vous savez, la dette, c'est un stock. Le déficit, lui, c'est un flux qui se rajoute chaque année. Donc chaque année, le stock de dette, c'est l'accumulation de nos déficits historiques. Et donc à chaque fois qu'on fait un déficit budgétaire de 4% du PIB, alors on va dire que notre PIB, c'est 2500 milliards, donc 4% de 2500 milliards, et globalement, ça fait une centaine de milliards d'euros. Donc, chaque année, on va rajouter 100 milliards d'euros à notre stock de dette de 3000 milliards. Mais cette dette, elle n'est pas refinançable d'un coup. C'est-à-dire que on a emprunté il y a 30 ans, sur 30 ans, des prêts qui arrivent à échéance aujourd'hui. Et donc, on estime qu'il y a entre 200 et 300 milliards d'euros, donc à peu près 10% du stock de dette de la France, qu'il faut chaque année refinancer au taux en vigueur à ce moment-là. Donc, les 10 dernières années, à chaque fois qu'on a refinancé de la dette, eh bien, on payait presque à taux négatif. Donc, le service de la dette ne coûtait rien. Et là, cette année, on va devoir refinancer 300 milliards plutôt à 3 ou 4%. Et puis, on va rajouter encore 100 milliards encore à 3 ou 4%. Suite au resserrement monétaire des banques centrales, entamé par la Fed évidemment, et entamé il y a un an par la BCE. Absolument. Alors 400 milliards à 3%, ça fait 12 milliards. Donc Gabriel Attal peut aller nous économiser 4 milliards. En fait, mon cher Gabriel, je te préviens comme ça amicalement, 12 milliards moins 4 milliards égale 8 milliards, égale la tête à Toto à trouver. Donc ça, ce sera juste pour à peu près équilibrer les comptes. Donc en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que ça va être très compliqué dans la situation actuelle. Alors, je sais faire sourire et puis pour marquer un peu les esprits, mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Mais la logique est là. Quand on vous annonce 4 milliards de baisse des dépenses, dans un contexte où vous savez que vous allez plutôt avoir des milliards supplémentaires de hausse de dépenses liées au service de la dette, j'y reviens à peine, mais je le mentionne juste, lié aussi à une excellente affaire qui est l'émission d'obligations indexées sur l'inflation par notre cher ministre des Finances qui a vraiment eu le nez creux il y a 5 ans d'émettre des obligations indexées sur l'inflation qui coûtent absolument une fortune au Trésor. Et puis, vous avez un effet ciseau, c'est-à-dire que non seulement le coût de la dette va nous coûter plus cher et va augmenter avec la hausse des taux d'intérêt, mais généralement, une hausse des taux d'intérêt s'accompagne d'une récession. Et une récession, ça veut dire une baisse des rentrées fiscales et une augmentation des dépenses sociales, puisqu'on a une crise économique. Sauf que pour l'instant, oui, en réalité, on va dépenser plus. Vous évoquiez une probable récession, mais le FMI dit le contraire dans ses prévisions prévues hier. En zone euro, en tout cas, seule l'Allemagne ne pourra y échapper.
Et les États-Unis. Oui, écoutez, soyons sérieux, on va quand même pas croire les prévisions du Fonds monétaire international, ni celles de la Banque centrale européenne. Je vous rappelle quand même que l'inflation devait être juste transitoire. Hein. Donc, si vous voulez, FMI comme Banque centrale, soyons juste très sérieux, puis avec juste aucune naïveté pour nos auditeurs et nos spectateurs. Les grandes institutions, elles sont pas là pour vous dire la vérité. Les grandes institutions, elles sont là pour maintenir la stabilité économique. Donc le FMI est là pour éviter des crises de financement sur les nations. Donc il faut maintenir une stabilité, notamment en utilisant les outils de prévision, pour éviter les paniques de marché, les dégradations d'agences de notation, etc., etc. Donc si vous imaginez bien que si le FMI prévoit une croissance de 3% au Zimbabwe, le Zimbabwe ne sera pas dégradé. Bon, et donc il n'y aura pas de crise de la dette souveraine zimbabwéenne. Bon, mais si le FMI dit que le Zimbabwe, ça va être... Au niveau mondial, pardon de vous couper. Oui, tout à fait. Mais là, je prenais juste un exemple. Bon. Et puis, si le FMI dit, mes prévisions, c'est moins 15% pour le PIB du Zimbabwe, évidemment, les agences de notation vont aller dégrader le Zimbabwe, la note du Zimbabwe sur ces prévisions du FMI. Et donc, le FMI, par ses prévisions, va déclencher une crise de la dette souveraine au Zimbabwe, une crise économique, et puis, donc, après, évidemment, une crise au niveau de la population, etc. Donc, les prévisions que font ces institutions, elles engagent très fortement. Elles ont de très fortes conséquences sur l'économie réelle. Donc, elles ne peuvent pas dire n'importe quoi et certainement pas la vérité. La Banque centrale européenne, elle, ça va être la même chose. Elle va maîtriser considérablement et ses prévisions et ses discours pour maintenir la stabilité de la monnaie, la confiance dans la monnaie, la confiance dans l'euro et la stabilité de la monnaie européenne qui est utilisée par 480 millions d'habitants. En somme, Christine Lagarde fait de la calinothérapie. Elle ne fait pas de la calinothérapie, elle fait de la stabilothérapie, c'est-à-dire que son objectif, c'est la stabilité de la monnaie. On ne peut pas lui en vouloir. C'est son travail, c'est ce qu'on attend d'une banque centrale. Donc, ce que je veux juste vous démontrer ici, c'est que la banque centrale, son travail, c'est pas de nous dire la vérité, c'est d'assurer la stabilité de l'euro. Ça n'a strictement rien à voir. Si je pousse mon raisonnement plus loin, si mon objectif, c'est d'assurer la stabilité de l'euro, je suis même prêt à mentir pour assurer la stabilité de l'euro, puisque mon objectif, c'est pas encore une fois de dire la vérité, mais d'assurer la stabilité de l'euro. Et quand Christine Lagarde nous explique pompeusement, avec une certitude ahurissante, enfin Christine Lagarde et la Fed et toutes les banques centrales, je ne vise pas spécifiquement la présidente de la Banque centrale européenne, et nous explique que l'inflation sera momentanée, peu durable, totalement transitoire. On invente, vous savez, les banquiers centraux inventent toujours des jolis mots et des beaux concepts. Donc l'inflation sera transitoire, ne vous inquiétez pas. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec 10% d'inflation. Oui. Elle l'avait martelé pendant un an. Bien sûr, et tout d'un coup, on se retrouve avec une inflation à 10% qui n'est pas du tout transitoire, qui est en train de s'enquister et de s'installer durablement dans l'économie. Et on en arrive à cette augmentation des taux d'intérêt. Donc, attention aux prévisions des banques centrales ou du FMI ou du gouvernement. Encore une fois, ils poursuivent des intérêts qui n'ont rien à voir avec la vérité de l'analyse économique. Et c'est ce qui biaise bien souvent, évidemment, les actions et les choix des agents économiques. Je rappelle que les agents économiques que nous sommes, particuliers, entreprises, les ménages, les gens, bref, nous, on écoute ce qu'on nous dit et on prend nos décisions par rapport à ce qu'on nous dit. Recentrer, si vous voulez bien, sur la fameuse rentrée fiscale qui s'avère difficile, on en parlait. À quoi peut-on s'attendre? Quelles mauvaises nouvelles sont à attendre, Philippe Béchade? La question s'adresse à Philippe Béchade, mais c'est à vous. Ah, pardon. Allez-y, Philippe. Alors, la rentrée fiscale, là, les Français vont recevoir, enfin ceux qui sont propriétaires vont recevoir leurs impôts fonciers. Bon là, il y en a beaucoup qui vont tomber de leur chaise
Hein, alors, les Parisiens, ils ont déjà eu droit à 52%, je pense qu'ils vont avoir le droit à 10 ou 12% supplémentaires. La taxe foncière, en effet, très forte à Paris. On va avoir dans de nombreuses villes l'alourdissement de la fiscalité sur le foncier va être énorme. On ne peut pas le délocaliser, donc on peut taper dessus, ça c'est parfait. Comme je vous disais aussi, la facture d'électricité, tout le monde en a une et tout le monde est obligé de payer, donc ça c'est parfait. Il faudra se tourner un petit peu du côté des annonces maintenant, parce qu'on va nous présenter bien sûr le budget 2024. Donc là, la règle, elle a été déjà présentée par Elisabeth Borne. Chaque ministère va devoir mettre un coup de rabot, tout le monde doit faire un effort. Alors pas tous, hein, justement, l'éducation, l'intérieur, notamment la défense et la justice seront privilégiés et auront une rallonge, contrairement au logement. On va sans doute y revenir un peu plus, tard. On va dire il y a 11 ministères, il y en a 3 sur les 11 qui... 4. Ou 4 qui vont... peut-être se sortir d'une situation on peut dire, de véritable misère, hein, dans le cas de la justice, par exemple. Bon, bref, c'est pas trop le débat. La question, c'est qui va devoir faire des économies ou qui peut accroître les recettes. Bon, Bercy va nous coller des hausses de taxes sur le paquet de cigarettes qui va passer à 12, la bouteille de whisky d'entrée de gamme, elle va passer de 15 à 16,5, et voilà, ça c'est les recettes habituelles. On aura peut-être, comme je disais, comme on ne peut pas augmenter les impôts, donc on peut baisser les aides. Voilà. Alors je ne sais pas si les APL à un moment ou un autre seront visés, mais ça peut être une piste, hein, puisque le credo là aussi du gouvernement, c'est plus 1 euro de subvention pour l'immobilier. Donc on a arrêté le PTZ, le prêt à taux zéro, pour construire du neuf, s'il s'agit du logement individuel. C'est ce dont rêvent tous les Français après les enfermements liés au Covid. On n'a pas envie de revivre ce cauchemar d'être à 4 ou 5 dans un appartement de 60 mètres carrés. Enfin bon, bref, c'est tout à fait normal et légitime d'avoir envie peut-être d'avoir un petit espace extérieur. Donc ça, c'est non. Voilà. Donc le PTZ, c'est des économies puisque ça subventionnait quand même pas mal de choses. Zéro. Le Pinel supprimé et pas remplacé. Là aussi, c'était des économies fiscales sur les loyers. On rappelle ce que c'est, hein, le dispositif Pinel, réduction d'impôts. Voilà, c'est on crée un déficit foncier, justement, grâce aux intérêts d'emprunt. Suite à un logement qu'on achète et qu'on met en location par la suite. Voilà, et on déduit les intérêts d'emprunt. Vous direz que la hausse des taux là, est plutôt une bonne nouvelle pour les propriétaires qui peuvent déduire davantage. Non, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que le coût du prêt compense complètement l'économie d'impôt que vous faites. Donc c'est pas... Je disais ça, c'était un clin d'œil. Donc 2 milliards d'économisés sur le Pinel. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être encore d'autres pistes. Alors, pour le particulier, il y a quelque chose qui concerne beaucoup de gens. C'est par exemple les taxes d'enlèvement d'ordures. Alors, soit elles vont augmenter très fortement, soit vous allez avoir 2 fois moins de services. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 enlèvements par semaine, vous en aurez plus que 2, ou vous en aurez plus que 1 dans les campagnes. On peut faire comme ça aussi des économies en continuant de fermer des hôpitaux, on peut continuer de fermer des tribunaux, on fait des économies. On va se recentrer, si vous le voulez, sur le logement. Évidemment, un secteur en crise avec la hausse, on le disait, des taux d'intérêt, pénurie de location, le marché immobilier qui est en train de s'effondrer, hein, selon les derniers chiffres des notaires. Vous pensez que ce tour de vis fiscal va accentuer la crise? Certains professionnels du secteur évoquent carrément une bombe sociale.
Mais il y a 2 400 000 personnes qui ont fait une demande de logement social. 2 400 000. Et vous supprimez des dizaines, voire des centaines de milliers de logements que vous qualifiez d'insalubres. Vous leur collez l'étiquette infamante DPE. On parlait du DPE, oui. Voilà, G+, donc G+, donc ça c'est déjà sorti du marché, ça ce n'est plus louable. Le G ne sera plus louable au 1er janvier 2024. Et puis peut-être qu'on passera à F. Alors là, si on va jusqu'à F, je ne suis pas trop sûr de mes chiffres, mais je pense que si on recense tous les logements entre F et G+, on doit être autour de 6 millions, je crois. Donc si vous faites disparaître 6 millions de logements, mais vous mettez... une proportion très forte à Paris. 12 millions de Français à la rue. C'est complètement hallucinant. Et de se dire que, vu du gouvernement... en subventionnant et en rendant possible la construction de logements sociaux, etc., ou en permettant à des propriétaires, au travers du Pinel ou d'autres dispositifs qui ont précédé, d'accroître l'offre, on a encouragé les spéculations. Ah bah oui, parce que le Pinel, le promoteur, il vous vendait le bien 15% au-dessus de sa valeur marché réelle. Donc ça alimentait la spéculation. Mais... habiter quelque part, pour celui qui loue, chez le méchant spéculateur, s'il n'y a plus le méchant spéculateur, quelque part, il n'y a plus de logement à occuper. Donc là, c'est une vraie crise. Et si on ne veut pas qu'il y ait des méchants spéculateurs, à ce moment-là, il faut que l'État, qui lui représente le camp du bien, se substitue aux vilains spéculateurs. Au moins, l'État, on ne l'accusera pas de spéculer. Et vous pensez que l'État orchestre cette pénurie, si on suit votre propos? Mais on aboutit, et c'est exactement ce à quoi on aboutit. Vous pouvez toujours déclarer les meilleures intentions du monde, ce qu'il faut voir à la fin, c'est le résultat concret. Le résultat concret, par exemple, là, c'est qu'à la rentrée qui vient, il y a 200 000 jeunes, des étudiants, qui, pour l'instant, n'ont pas de solution. Il y a tellement de biens que les jeunes étaient prêts à occuper, même passoires thermiques, qui ont disparu du marché, que là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le gouvernement s'en fout des étudiants. Parce que les gens qui un jour ont une carrière politique, ils sont passés par des écoles privées, et ils sont passés par Sciences Po, et ils ne sont pas passés par les collèges, les lycées. Ça, c'est encore un autre débat. Mais non, mais c'est la réalité. Si vraiment ces gens-là se sentaient concernés par le fait que les étudiants ne peuvent pas se loger, je pense que d'un seul coup, peut-être que ça leur ferait tilt. Mais là, ça ne les intéresse pas. Donc 200 000... L'État agit quand même parfois, j'en veux pour preuve, le taux d'usure qui a été réévalué chaque mois. Vous vous souvenez de cette décision de Bruno Le Maire en février dernier? Là, évidemment, ça concerne que les accédants, les futurs propriétaires. Oui. Alors, le taux d'usure, c'est merveilleux, c'est que quand on a commencé à comprendre que les taux allaient monter, c'est là que d'un seul coup, on aurait dû avoir quand même une vague d'achat dans de très bonnes conditions. Enfin, les gens qui disaient « Ah bah zut, je ne peux plus emprunter à 1,20 sur 20 ans », s'ils empruntaient à 1,60 ou 1,80, c'est encore très bien. Dès que les taux sont montés à 1,80, le taux d'usure bloquait les dossiers. Ce qui fait que les taux d'usure, il est redevenu cohérent par rapport à l'évolution des taux d'intérêt uniquement quand on a passé la barre des 3. Pour schématiser. C'est-à-dire que le taux d'usure, s'il avait été adapté dès le départ, vous avez plein de gens qui auraient pu emprunter à 1,50, 1,60, 2, 2,10, 2,20. Mais en fait, le taux d'usure a tout bloqué. Et je pense que ça a été fait exprès, là aussi. Bon, bien sûr, sous de faux prétextes, de dire qu'il ne faut pas que les Français se surendettent. Donc, il ne fallait pas qu'ils se surendettent à 1,80, mais à 3,50, maintenant, ils peuvent. Ah bah là, maintenant, le taux d'usure, il permet de faire passer des dossiers. Mais il n'y a plus personne de solvable à ces niveaux-là. On va repasser, si vous le voulez bien, la parole à Charles Sana. Alors, le logement parent pauvre de la rentrée fiscale. Oui, parent pauvre de la rentrée fiscale, mais comme l'a très très bien dit Philippe, c'est évidemment un immense problème. Alors, traditionnellement, on dit quand le BTP va, tout va. Alors évidemment, c'est un secteur qui est fort pourvoyeur de main-d'œuvre et donc d'emploi, mais c'est également un secteur qui est pourvoyeur. Simplement, rappelons-le quand même, quand on construit un logement, qui sert à loger des gens, quoi. Donc c'est extrêmement concret.
Donc, si vous construisez beaucoup moins de logements, pour rappel, on parle de la construction de 17 000 logements sociaux par an en France, 17 000 logements sociaux par rapport aux 2,5 millions de demandes de logement social. Donc, si vous voulez, vous voyez bien que le compte n'y est pas du tout, mais est très largement pas du tout. Autant dire que tout ce qu'on construit chaque année est totalement non significatif par rapport aux besoins, et c'est toujours une goutte d'eau. Donc on a des vrais besoins de construction, on a des vrais besoins de rénovation. Et l'État rend tout extrêmement compliqué, y compris pour les bailleurs sociaux qui aujourd'hui, quand vous construisez un logement social, vous avez des normes qui vous sont imposées, qui sont complètement délirantes en termes qualitatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement social d'aujourd'hui est du très haut de gamme par rapport à ce qu'on peut imaginer être du logement social. D'accord ? Je rappelle que l'idée du logement social, c'est de loger des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc pour loger des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, il faut faire du logement pas cher. D'accord ? C'est peut-être délirant de rappeler des choses de bon sens comme ça. Et donc, pour faire du logement pas cher, il ne faut pas vouloir rendre tous les logements, par exemple, accessibles aux PMR, qui sont les personnes à mobilité réduite. Donc, rendre les logements du 16e étage accessibles aux PMR, aux gens en fauteuil roulant, avec des grandes portes, des grandes toilettes dans lesquelles on peut tourner, donc beaucoup de surface, ça coûte extrêmement cher. Et c'est totalement stupide quand l'ascenseur est en panne. Et c'est encore plus stupide quand on considère que 100% du logement social doit être accessible au PMR, alors que vous avez 5% de gens qui sont réellement des personnes à mobilité réduite. Donc, il faut adapter ça, il faut adapter ce genre de normes. Allez, si on vous avance. voulez pouvoir construire. On avance. Et ça, c'est l'État. Juste dernière remarque, c'est comme le taux d'usure. Vous avez dit l'État a changé le taux d'usure, regardez, c'est quand même bien. Non mais l'État fait des normes pour vous menotter les mains, et après l'État vous défaire un peu les menottes pour vous redonner un peu de liberté de mouvement. Bon, l'État a qu'à foutre la paix aux gens, ça se passera beaucoup mieux. Alors, l'État va en tout cas pas forcément foutre la paix, comme vous le dites, à ceux qui ne déclarent pas leur piscine, leur abri de jardin et autres vérandas, puisque le fisc va désormais les traquer grâce à l'intelligence artificielle. Je voudrais avoir votre réaction. Tiens, à commencer par vous, Philippe Béchade. Oui, les gens qui ont agrandi leur véranda sans faire de déclaration à la préfecture, ceux qui ont essayé d'ailleurs de faire des déclarations à la préfecture, une fois que vous avez vécu ce cauchemar et que vous commencez à raconter l'histoire autour de vous, vous êtes certain que plus personne ne veut déclarer quoi que ce soit. Kafka se serait pendu après s'être tiré 2 balles dans le dos. Quand on voit la complexité, c'est-à-dire qu'on a des couches administratives qui s'empilent pour tout normer et pour tout compliquer. Créer un Velux, c'est un cauchemar. Les gens sont découragés par la complexité fiscale, donc les gens effectivement, comme on dit, ils douillent. Donc pour eux, le fameux choc de simplification fiscale n'a pas eu lieu. Alors, c'est pas le choc de simplification fiscale, c'est le choc de simplification administrative. Donc, les gens, ils ont fait creuser leur piscine, etc. Donc, je ne sais plus les estimations que j'ai eues sur les piscines non déclarées. Ils espèrent récupérer 70 millions d'euros. Mais si on s'intéressait simplement à des montages fiscaux qu'utilisent alors là des grosses sociétés immobilières qui créent des SCI qui en fait créent des déficits fonciers en permanence et qui permettent à une autre SCI holding de tout récupérer sans qu'il y ait un seul impôt prélevé. Il y a des montages fiscaux, vous récupérez 70 millions d'euros très facilement en traquant tous ces montages que je ne qualifierais pas de totalement illégaux, mais qui sont quand même dans la zone grise. Mais non, une fois encore, on va aller traquer le particulier.
Voilà. Et puis parce que le particulier qui est propriétaire, c'est un privilégié. Et voilà, c'est comme ça. On est en France et c'est comme ça que les choses sont vues. Mais là, le gouvernement ne s'attaque pas aux vraies sources de déficit. La première, bien sûr, c'est ce coût de l'électricité qui est absolument ubuesque, mais qui reste un totem et qui est un enjeu de politique et de rapport de force entre la France et l'Allemagne. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Il y a l'influence des lobbies et qui ont évidemment noirci le nucléaire à dessein avec de fausses études scientifiques, mais qui ont été payées, bien sûr. Ça, on n'a plus le temps. Je vous laisse terminer, mais on en a parlé. Là, si on voulait vraiment être efficace dans la traque contre les déficits, voilà ce à quoi il faut s'attaquer. Et je pourrais aussi mentionner les super profits des labos. Des labos qui nous rationnent en médicaments, en réalité, puisque si aujourd'hui on a autant de pénuries sur les médicaments et que du coup il faut les surpayer, c'est tout simplement parce que les labos, jugeant que c'était pas rentable, ont arrêté de les fabriquer. Donc on a des tas de pénuries, et quand on veut d'un seul coup se procurer ces médicaments, parce que là c'est des enjeux de vie ou de mort, là on paye n'importe quel prix, parce que là il faut sauver les gens. Donc, il nous reste moins de 5 minutes. Oui. On va passer au prochain thème, le dernier. Également dans le viseur de l'État, les arrêts maladie. Hier, la nouvelle ministre de la Solidarité, des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé qu'elle va accentuer, son ministère en tout cas va accentuer la lutte contre ces arrêts maladie qui sont en véritable inflation, puisqu'ils sont en hausse de 30%, figurez-vous, 30% par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Ou même avant la crise Covid. Et même avant la crise Covid, c'est là que les choses basculent vraiment. L'État a-t-il raison de lutter contre cette niche ? Si vraiment ça coûte beaucoup d'argent, on peut comprendre effectivement, si on paye les gens à ne rien faire, on va effectivement trouver tout à fait justifié d'aller traquer les arrêts de maladie dits de complaisance. Là aujourd'hui, à l'instant où nous enregistrons l'émission, il y a une épidémie terrible d'arrêts maladie parmi les forces de l'ordre. J'imagine que là, on n'est pas prêt de leur imposer 2 ou 3 jours de carence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que les chasses aux fraudeurs ou les chasses à ceux qui profitent un peu du système, elles sont à géométrie variable. Si vous avez une capacité de nuisance, vous allez pouvoir continuer de nuire si l'État a vraiment besoin de vous. Mais on sera impitoyable avec les autres. Et je pense que les chômeurs aussi, on va leur en mettre plein la tête. Parce que on nous vante un taux de chômage au plus bas, je ne sais pas, depuis 2018. Parce qu'on ne se réfère... Depuis 2008, pardon. Parce qu'on ne se réfère qu'à la catégorie A, que l'on a complètement toiletté, et avec d'ailleurs une certaine bonne foi, puisqu'on se dit simplement, on s'est aligné sur les normes du BIT. Donc on a adopté les normes du BIT, donc il y a des centaines de milliers de personnes qui ont basculé en B, C, et vous avez énormément de gens qui étaient en catégorie C, qui ont basculé en auto-entrepreneurs. Alors d'une pierre deux coups, 1, ils sont plus chômeurs, 2, ils sont créateurs d'entreprises, c'est merveilleux. Et vous avez également des tas de gens qui ont complètement disparu des statistiques, qui ne sont même pas au RSA, qui ne le demandent pas, qui sont SDF ou disparus. Mais en fait, moi j'ai des chiffres, et c'est des chiffres durs, par rapport, alors je citais 2018 là parce que par rapport à 2018, le nombre de gens qui sont hors de l'emploi, donc qui sont vraiment chômeurs, est resté constant. Mais comme on a la catégorie A qui est beaucoup plus basse, on va dire actuellement, vous voyez bien qu'on a du mal à recruter, que le chômage est au plus bas. Donc, ceux qui ne veulent pas aller dans l'emploi, ils seront pénalisés. On va réduire le temps d'indemnisation, on va durcir les conditions pour accéder au chômage, tout simplement parce que, vous voyez, on n'a pas de chômage en ce moment, on est presque au plein emploi, ce qui est évidemment une escroquerie. Comment réagissez-vous à ces propos, aux arrêts maladie, bien sûr, mais aussi à l'assurance chômage, rapidement ?
Il reste très peu de temps. Aurore Berger a rajouté autre chose. Aurore Berger a rajouté le fait qu'il fallait absolument réfléchir à raccourcir le congé maternité, parce que vous comprenez, les congés maternité, ça coûte cher. Alors, c'est quand même extraordinaire de vouloir raccourcir le congé maternité des femmes qui ont accouché, alors qu'on donne un congé paternité aux hommes qui ne font juste que tenir la main. Donc, je dois vous avouer que ce monde me laisse pantois par les raisonnements qu'on arrive par finir à y tenir, c'est-à-dire qu'on va réduire le congé de maternité de la femme qui accouche pour continuer à maintenir d'un point de vue idéologique un congé de paternité d'un homme qui ne fait rien. Bon, et c'est pour conclure, qui vous parle, hein, donc, on arrive au terme de cette émission. Il faut quand même préciser que le congé maternité serait mieux rémunéré. Certes, il serait réduit, hein, c'est pas encore acté, évidemment. Non, mais le problème, c'est pas... Non, mais quand on a... Hein, toutes les femmes le savent, le problème, c'est pas d'être mieux rémunéré, le problème, c'est de se sentir physiquement un petit peu mieux. Bon, et le choc de l'arrivée d'un enfant, c'est un choc réel, et physique, et psychologique. 30 secondes, Charles Sana. Tout ça est totalement absurde, et les absurdités, ça finit toujours par se heurter au mur de la réalité. Alors, on parlait donc sur le logement, on va se retrouver avec des pénuries de logement. En termes de fiscalité, on va se retrouver avec une exubérance de fiscalité. Et le raisonnement est toujours le même. Regardez, on parle par exemple de réduire la fiscalité des meublés. Alors, on va toujours chercher ce qui est politiquement et socialement acceptable. Donc, ce qui est politiquement acceptable et socialement acceptable, c'est toujours de taper sur les riches, les nantis, donc augmenter les impôts des riches, des nantis, les multipropriétaires, ce genre de choses. On y arrive toujours. L'émission arrive à son terme. Non, merci, on n'a plus le temps, je suis désolée. Les 45 minutes sont passées. En tout cas, sachez évidemment que le projet de loi de finances sera débattu à l'automne. Voilà pour cette rentrée fiscale. J'espère qu'on vous a offert quelques clés de compréhension, d'analyse. On va vous remercier, Charles Sana, et rappeler que vous avez fondé le site insolentiae.com. Vous êtes également aussi éditorialiste et économiste. Et merci à vous, Philippe Béchade. Vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer. Bel été à tous.